Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Aujourd'hui, je reçois Alexis Brunel-Duceppe, le député de Lac-Saint-Jean à la Chambre des communes. Bonjour Alexis. Salut Isabelle. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Bon début d'année. Ben oui, on est encore assez tôt dans l'année pour pouvoir se le dire. On a encore le droit. Oui. Tant qu'on est encore en janvier, on a le droit. Donc, bonne année. Bonne année à tous les auditeurs, les auditrices de la télé du Haut-du-Lac. Avant de, évidemment, tomber dans le sujet des élections qui s'en viennent, j'aimerais ça qu'on fasse un petit récapitulatif des dossiers qui t'ont occupé au cours de la dernière année. Là, ça a été une grosse année. Ça a été une très grosse année. Tout d'abord, pour mon dossier, moi, je suis porte-parole en matière d'immigration pour le Bloc québécois. Ça a des enjeux, bien sûr, au niveau du Québec, mais au niveau de la région, énormément. Oui. Et il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits, et pour les étudiants étrangers, et pour les travailleurs étrangers. Il y a eu beaucoup de dossiers par rapport aux demandeurs d'asile, beaucoup d'actualités, en tout cas. Et ça a été très, je dirais, polarisé. Malheureusement, là, le dossier d'immigration est beaucoup trop polarisé. En tout cas, à mon goût, c'est beaucoup instrumentalisé à des fins de faire des gains politiques plutôt que de réaliser qu'il faut parler de l'immigration de façon saine, responsable, puis s'assurer aussi de comprendre qu'on parle d'humains aussi. Là. Oui, c'est pas parce juste que ça a vraiment des répercussions là, au niveau des personnes qui sont touchées par le moratoire, qui savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans les prochains mois, s'ils vont pouvoir rester, si leur famille va pouvoir arriver, s'ils vont pouvoir se chercher un emploi aussi. C'est déchirant pour beaucoup de personnes, beaucoup de familles. Puis aussi, ça a des impacts, pas juste sur ces personnes-là, mais sur la communauté où ils vivent. Et nous, on le sait, lorsqu'on se retrouve dans des endroits, des petites communautés où il y a des personnes issues de l'immigration qui viennent nous aider à faire en sorte que la communauté ait la vitalité, quand ils partent, ces gens-là, on le ressent. Là. Oui. Donc, pour des entreprises, oui, pour les communautés, puis pour ces familles-là qui, elles, ont fait le choix du Lac-Saint-Jean, qui doivent quitter parce qu'il y a eu des mesures qui n'ont pas tenu compte de leur réalité. Ça fait mal. Donc, on essaie, tant bien que mal, de se battre et pour les communautés et pour ces gens-là. On essaie aussi de faciliter leur intégration le plus possible parce que... la francisation, les centres de francisation qui sont coupés. Les centres de francisation qui sont coupés par le gouvernement du Québec. Et je suis bien placé pour le savoir. Ma conjointe travaillait en francisation, elle a perdu son emploi. Donc, c'est tous des choses, bien sûr, je ne peux pas trop me mêler de ce qui se passe au provincial, mais quand même, ça touche quand même. Dire que ça a des impacts réels sur les populations, les communautés, puis les gens qui veulent se franciser. Le premier outil, lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, c'est la langue. Il faut socialiser, mais pour avoir accès au marché du travail. Exactement. Et puis là, ça touche les entreprises aussi qui font venir des travailleurs étrangers, mais qui sont pas capables de les franciser, en fait. Exactement. Donc, tout ça mis ensemble, ça a été une grosse année du point de vue de l'immigration. Maintenant, le gouvernement fédéral s'est rangé à ce qu'on disait, c'est-à-dire que les seuils étaient beaucoup trop élevés. Et ça, il faut faire attention. On ne dit pas que c'est la faute des immigrants. On pointe les politiques du gouvernement fédéral. C'est très différent. Là. Et les premières victimes, souvent, de seuils trop élevés, ce sont les immigrants eux-mêmes. Et donc, quand on est rendu que la vision de l'immigration par la population est rendue négative, c'est parce que le gouvernement a mal fait sa job. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les immigrants soient considérés comme une richesse. Mais pour ça, il faut les accueillir dignement. Et pour ça, les seuils étaient beaucoup trop élevés. Ça a été dit partout. Là, les gens comme de gauche, comme de droite, comme de centre, disaient que les seuils étaient trop élevés. Le gouvernement a revu ça à la baisse. Donc, pour ça, c'est une chose. Mais pour ce qui est des enjeux locaux, la forêt, ça a été le gros dossier là, dans la région, là, le caribou. Le caribou, effectivement. Donc là, on a réussi à mettre en place, Mario Simard et moi, un comité de la Chambre des communes, le comité de l'environnement, sur une étude pour le caribou. Donc, on a réussi à faire venir témoigner, d'ailleurs, Yannick Baillargeon, qui est préfet de Domaine-du-Roi, mais qui est aussi président de Forêt Action Alliance Boréale. Il est venu témoigner au comité, la mairesse de Sacré-Cœur, Chantier Chibougamau, mais différents intervenants de la forêt. Et ce qu'on a fait, c'est que, grâce à ce comité-là, on a fait repousser le décret qui voulait interdire, qui voulait mettre une cloche de verre sur la région, interdire l'exploitation forestière. Donc, ça a été un gros morceau de notre été puis de notre automne. Et je pense que le résultat est là. Il est probant. En tout cas, il n'y a pas de décret. Et ça, je pense qu'on peut être content du résultat qu'on a obtenu. Là. Donc, ça a été les deux dossiers majeurs. Les deux dossiers majeurs, immigration, forêt. On va avoir évidemment de l'aluminium qui va entrer en compte. Mais évidemment, on a vu Donald Trump qui s'en vient. Donc là, on se prépare à ça. Mais pour ce qui est de la dernière année, là, vraiment, ça a été
toute une année pour nous autres. Puis on est vraiment content du service qu'on a donné aux citoyens. On se fait toujours un plaisir de pouvoir donner le meilleur service possible. Mais franchement, cette année, la réponse a été très bonne par rapport au bureau mobile. Oui, c'est ce que j'allais demander. Ça s'est poursuivi, ça. Vraiment. Puis le bureau mobile va super bien. Michel Gagnon qui se promène à travers toutes les municipalités. On est présent à Saint-Félicien, à Roberval, à Dolbeau à chaque semaine, à Alma où il y a le bureau principal. Donc vraiment, on couvre l'ensemble du territoire. Au début, c'est pas tout le monde qui était certain que ça allait fonctionner, le bureau mobile. Force est de constater que les gens l'ont non seulement l'apprécient, mais l'ont adopté. Et ça, c'est certainement une fierté. J'ai une super équipe au bureau aussi qui a embarqué dans l'idée. C'est pas tout le monde qui était... Mais au bureau, tout le monde a embarqué dans l'idée. Pour moi, le service aux citoyens, c'est la chose la plus importante. Et je pense que mon équipe a embarqué là-dedans. J'avais une nouvelle directrice. J'avais des nouveaux gens là, qui s'étaient greffés à l'équipe en début d'année. Nouvelle directrice de bureau, Véronique Fortin, nouvelle adjointe à la direction, Joanie Tremblay. Donc, vraiment, c'est des gens qui se sont intégrés à l'équipe super facilement. Pour travailler dans une équipe de députés, moi, la valeur la plus importante, la qualité la plus importante, qualité numéro 1, c'est d'aimer les gens. Et mon équipe, tous les membres de mon équipe aiment les gens, veulent travailler pour les gens. Et je pense que les citoyens nous disent là, qui sont contents du service qu'on leur rend. Ça permet aussi, j'imagine, de rapprocher un peu la politique fédérale des citoyens parce que, bon, Ottawa, on dit tout le temps, c'est loin de nous. Là, et puis, on est plus proche du municipal, on est plus proche du provincial, on se sent plus concerné. On dirait que ce qui se passe à Ottawa, peut-être un peu moins maintenant, étant donné qu'on voit vraiment des impacts directement. Mais on a toujours eu un peu l'impression que le fédéral, c'était loin puis ça nous concerne un peu moins. Effectivement, c'était l'objectif premier du bureau mobile, de rapprocher le fédéral des gens puis de leur dire qu'il y a des impacts directs sur leur qualité de vie. Tu sais, on l'a vu. En immigration, oui, mais aussi la gestion des finances publiques, on l'a vu. On l'a vu par rapport à l'assurance-emploi. Ça fait 15 ans qu'ils nous disent qu'ils vont réformer l'assurance-emploi. Ça s'est jamais fait. Les pensions de vieillesse. Ça, on parlait des dossiers importants. Oui. Ça a été un dossier majeur. Le dossier de l'équité entre les 65, 74 et 75 ans et plus pour la pension de la sécurité de la vieillesse. On n'a pas réussi à avoir ce gain-là. On l'a travaillé extrêmement fort. Toute la population était derrière nous autres. J'espère que le prochain gouvernement va comprendre à quel point c'est important. En tout cas, nous autres, on ne lâchera pas le morceau. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi maintenant qu'on ne continuera pas à essayer de l'obtenir. Les gens sont derrière nous autres. Il y a un sondage qui avait été fait par rapport à la proposition du Bloc d'augmenter la sécurité de la vieillesse au même niveau que les 75 ans et plus, là, pour les 65-74 ans. Et 80 de la population canadienne était d'accord. C'est quand même significatif. Et ça, de tout âge confondu. Là. Donc, c'est réellement un vrai consensus de partout au Canada qui était d'accord avec la proposition du Bloc québécois. Quand on a un consensus aussi fort, je pense que les gouvernements ont le devoir d'aller de l'avant avec une telle proposition. Et la gestion de l'offre, encore une fois, on s'est battu pour nos agriculteurs, nos agricultrices. Qui l'ont pas facile. Qui l'ont pas facile, qui voient Donald Trump s'en venir, qui se disent on va être attaqué de toutes parts encore une fois, il faut absolument protéger la gestion de l'offre. Et ça n'a pas encore été fait parce que le Sénat a décidé de bloquer notre projet de loi. Et le Sénat, il faut le rappeler, ce sont des gens qui sont non élus, nommés par le premier ministre et qui, essentiellement, s'assoient sur un siège jusqu'à 75 ans. Eux autres ils l'ont, leur salaire jusqu'à 75 ans. Un salaire, et puis ils sont nommés, ils n'ont pas besoin de mettre leur face sur une pancarte, ils n'auront jamais d'élection et ils ont une job à vie et ils bloquent un projet de loi qui a été adopté par tous les membres de la Chambre des communes qui, eux, ont été élus. Donc, il y a des choses qui n'ont pas de bon sens. Le Sénat, c'est vraiment une institution archaïque qui ne devrait plus exister et c'est malheureux que des gens non élus bloquent des propositions qui ont été adoptées par des gens qui, eux, ont été élus par la population. Tu m'amènes à parler des élections. Hein? Oui. On va être transparent. L'enregistrement de l'émission s'est fait à la mi-janvier. Donc, au moment où on se parle, on va faire état de ce qui est présentement. Donc, il se peut qu'à la diffusion de l'émission, ça ait un petit peu évolué. Mais bon, on ne peut pas passer à côté là, de la démission de Justin Trudeau début janvier. Est-ce que tu aurais préféré que déclencher des élections maintenant ou c'est une bonne décision, selon toi, de proroger le... Proroger le Parlement, je trouve que ça prend un peu en otage tout le monde pour
les intérêts du Parti libéral seulement. Parce que si on prorogeait le Parlement, c'est pour se donner une chance d'avoir un nouveau chef. Et ce qui est malheureux, c'est que la dernière personne... C'est court, là, comme la attend. Oui, puis ça, ben, au moins c'est court. Au moins, ils ont fait ça pas trop long. Mais c'est la dernière personne à comprendre que Justin Trudeau devait s'en aller, ça a été Justin Trudeau, malheureusement. Il aurait su le faire bien avant ça. On aurait pu tomber en élection avant parce que on voit, là, visiblement, les gens sont prêts à voter pour former un nouveau Parlement. Ça, on le sent partout, peu importe où on se promène. Je pense que Justin Trudeau, vraiment, là, avait perdu la confiance, non seulement des partis politiques à Ottawa, mais des citoyens et des citoyennes en général. Il était temps qu'il démissionne. Maintenant, il a démissionné. Je ne peux pas dire qu'il a pris la mauvaise décision. C'est ça qu'on demandait. Donc, il a démissionné. C'était la seule décision à prendre. On va revenir normalement le 24 mars, mais eux, c'est le 9 mars qu'on va avoir un nouveau ou nouvelle chef. Est-ce qu'on va être en élection avant le 9 mars? Probablement pas, mais entre le 9 mars et le 24 mars, peut-être qu'on n'aura pas le temps de retourner siéger et qu'ils vont déclencher des élections. Ou sinon, normalement, on va revenir le 24 mars et les partis d'opposition vont faire tomber le gouvernement. Donc, attendez-vous à être en élection là, au mois d'avril à peu près. Et donc, pour une journée d'élection, peut-être mi-mai, début juin. Là. Ça, là, je ne suis pas devin rendu. Mais c'est mon opinion d'analyste politique. Si j'étais de l'extérieur un peu, on s'attend à ça, mais certainement des élections au printemps. Et là, ben, c'est notre travail après de faire du terrain. Moi, la prorogation du Parlement, je trouve que c'était pas nécessaire. Maintenant, ça me permet d'être partout dans la circonscription. Vous allez me voir dans toutes les villes, toutes les municipalités. Je vais aller à la rencontre des gens parce que les propositions qu'on va bâtir pour les élections, il faut d'abord que ça vienne des gens. Et pour ça, ben moi, il faut que j'ai les échanges avec les gens, qu'on s'écoute, qu'on se parle, qu'on s'entende, que je sois au courant de leurs craintes, leurs aspirations, les enjeux qui les touchent, leurs préoccupations. Donc, tout ça, ben moi, ça va me permettre d'être sur le terrain, de bâtir une plateforme, oui, régionale, mais locale. Et encore une fois, le Bloc, je pense en tout cas qu'on va être les seuls à avoir une plateforme régionale pour les élections. Et certainement, je pense que je vais être un des seuls à avoir une plateforme simplement pour le comté de Lac-Saint-Jean. Donc, ça, j'en tire tout le temps aussi une fierté parce que ça vient des gens, ces propositions-là que je vais mettre de l'avant. Là. Donc, ça peut être un avantage pour le Bloc québécois parce que là, pour l'instant, au moment où on se parle, il n'y a pas d'adversaire connu encore dans Lac-Saint-Jean. Effectivement, on est le seul comté là, où je suis actuellement. Peut-être que je crois qu'il y a une candidate du Parti vert qui s'est annoncée. Mais sinon, pour les grands partis, les libéraux, il n'y a personne. Les conservateurs, à ce qu'on a la date d'aujourd'hui, à le mi-janvier, il n'y a personne. J'ai hâte de pouvoir débattre avec cette personne-là. Puis je tiens à rassurer ceux qui se présenteront, qui seront mes adversaires à la prochaine campagne. Je ne les considère pas du tout comme des ennemis, simplement comme des adversaires politiques. Et ce sera une campagne respectueuse où on débattra des idées. Il n'y aura pas d'insultes, il n'y aura pas de garochage de boîte, comme on dit. Là. Moi, je respecte toutes les personnes qui veulent mettre leur visage sur une pancarte. Et à partir du moment où on peut débattre sainement, avoir une réelle conversation, on va être en désaccord sur les propositions, mais il y a moyen d'argumenter, puis d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Donc ça, là-dessus, je veux rassurer les gens qui voudront se lancer dans la campagne électorale. C'est comme ça que je fais de la politique, c'est comme ça que j'en ai toujours fait, de respecter les adversaires, de respecter aussi le processus démocratique, de respecter le choix des gens lorsqu'ils feront leur choix à la prochaine élection. Comme il n'y a pas d'adversaire local au moment où on se parle, on peut peut-être connaître ton opinion sur des déclarations qu'a faites le chef conservateur Pierre Poilievre, qui était tout récemment en visite dans la région. En fait, on en a retenu deux. Là. La première étant qu'il était essentiel de baisser les taxes sur l'essence et le diesel pour rendre les camionnettes et les motoneiges plus abordables parce que c'est essentiel dans les régions. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Je voulais connaître ton opinion sur cet engagement. C'est un engagement que... En fait, c'est un peu de la désinformation et j'ai hâte de pouvoir débattre justement parce que lorsqu'il dit qu'il y aura une nouvelle taxe carbone sur le diesel, c'est pas du tout vrai. Ça a été un règlement qui n'a pas été voté, c'est un règlement sur les carburants propres. Il y en a un au Québec, au provincial, il y en a un au fédéral. Ça n'a pas été voté. C'est un règlement qui a été émis par le gouvernement. Et c'est pas une taxe parce que ce sont les pétrolières. Et on pense que les pétrolières vont augmenter, pour se conformer à ce règlement-là, le prix de l'essence à 17 sous pour s'en mettre plein les poches. Les pétrolières font déjà des profits records. Donc, M. Poilievre,
plutôt que de s'attaquer aux fausses taxes sur l'essence qui n'existent pas, là, il devrait s'attaquer au profit des pétrolières qui, elles, engrangent des milliards et des milliards de dollars et qui, en plus, sont subventionnés par le gouvernement fédéral et qui reçoivent des crédits d'impôt et des subventions à hauteur de 85 milliards jusqu'en 2030. Est-ce que c'est normal que nos taxes et nos impôts aillent dans les poches des pétrolières qui, eux, font déjà de gros profits, des profits records? Moi, je pense que c'est pas normal. En plus que c'est une industrie qui est la plus polluante au monde. Donc, oui, on a besoin de carburant, mais ce carburant-là, on doit le payer le juste prix. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, c'est pas en laissant les pétrolières faire des profits records qu'on va améliorer la situation. Et là-dessus, je suis en fort désaccord avec M. Poilievre, qui, encore une fois, fait de la désinformation, mais c'est un peu son truc, là. Les insultes, les slogans de la désinformation. Et de là à dire que les pick-up et les skidoo sont essentiels, il y a une nuance, je pense, qu'il faut apporter. La motoneige, c'est beaucoup récréatif. Mm-hmm. C'est des gens aussi qui peuvent se permettre d'avoir une motoneige. Il y en a pour qui c'est essentiel pour le travail. Mais la plupart des gens qui utilisent une motoneige, c'est vraiment pour la villégiature. Et donc, là-dessus, on ne s'entendra pas, Pierre Poilievre et moi. Là. Il a aussi parlé de baisser les impôts pour Rio Tinto. Oui, ça, je suis content parce que en voilà une proposition. Une réelle proposition qu'il a faite, c'est la seule que je connais d'ailleurs. J'ai aucune idée des autres propositions parce qu'il n'en fait pas. Mais baisser les impôts du multinational, c'est à peu près la pire chose qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on donne l'argent à cette multinationale-là sans demander d'obligation d'investissement dans la région, d'investissement en termes de travail, de job à long terme, de bonnes jobs à long terme, d'investissement dans leurs infrastructures. Donc, juste en baissant les impôts, ce qu'on permet, en fait, c'est à la compagnie de redonner de l'argent à leurs actionnaires, qui sont des actionnaires qui habitent à l'étranger. Et donc, cet argent-là va se retrouver dans une économie qui ne sera même pas dans la région, qui ne sera même pas au pays, pire que ça. Donc, ça, c'est une des pires politiques qu'on ne peut pas mettre en place. Lorsqu'on donne de l'argent à une multinationale, il faut s'assurer que ça vienne avec des obligations. Déjà que Rio Tinto profite largement des avantages hydroélectriques puis énergétiques qu'ils ont, là. Il ne faut pas, en plus de ça, leur donner des avantages fiscaux sans obligation de retomber pour la région. C'est complètement ridicule. Ça sera dénoncé par tous les économistes, qu'ils soient sociodémocrates ou de droite. On ne baisse pas les impôts d'une compagnie sans demander d'obligation. Donc, maintenant, je suis content. C'est une proposition. Je vais pouvoir en débattre enfin avec lui. Et j'ai bien hâte de connaître les réponses qu'il nous donnera lorsqu'on lui fera remarquer qu'une compagnie se fait baisser les impôts sans obligation. C'est une mauvaise proposition. Mm-hmm. Les dernières élections aux États-Unis font en sorte que M. Trump arrive. Et avec des tarifs qu'il veut imposer de 25 le Canada veut se préparer à cette offensive-là en mettant probablement en place des offensives lui aussi. Par exemple, sur l'exportation d'énergie, quelle est la position du Bloc québécois là-dessus? Bien, là-dessus, il faut qu'il y ait des négociateurs qui viennent du Québec lorsque le Canada ira négocier à Washington. Parce que le Québec a carrément des enjeux différents du reste du Canada. Donc, il faut absolument que la voix du Québec soit entendue lorsqu'il y aura des négociations parce qu'on n'aura pas le choix de négocier avec les Américains pour avoir des ententes commerciales. L'ACUM, donc l'accord de libre-échange, sera obligatoirement négocié d'ici 2026. Donc, il faut absolument avoir des gens du Québec pour négocier. Mais maintenant, tu l'as dit, Isabelle, l'énergie, on peut leur faire remarquer que la ville de New York, si on ferme le breaker, il n'y aura plus de lumière. On peut aussi leur faire remarquer que tous leurs gros navires qui s'en vont vers les Grands Lacs, vers les États du Michigan, entre autres, passent par la voie maritime du Saint-Laurent. Et si on décide de taxer ces navires-là, ça va faire une méchante différence pour leurs entreprises au bord de la frontière. Donc, on peut jouer ce jeu-là à deux. Je pense que malheureusement, une guerre de tarifs, ça fait perdre les deux pays, là. C'est mauvais pour tout le monde. Et je ne pense pas non plus que les entrepreneurs qui achètent des produits canadiens, c'est eux qui vont payer le 25 de tarif, c'est pas nous autres, là. Donc, je ne suis pas sûr que ça leur plaît aux Américains d'avoir à payer 25 plus cher pour le même produit parce que Donald Trump a décidé que c'est ça qu'il voulait, parce que c'est ça qu'il voulait. Maintenant, c'est Donald Trump. C'est probablement une manière de se mettre en position de force, plus des menaces qu'une volonté réelle de mettre ça en place. Mais il l'a déjà fait dans un mandat précédent. Il l'a déjà fait dans un mandat précédent, mais justement, il faut apprendre de nos erreurs. On n'avait pas mis... Parce que
lorsqu'on va se retrouver sur des tribunaux de commerce internationaux, on va gagner notre cause. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie d'étouffer notre économie le temps que les causes aient lieu sur les tribunaux internationaux. Et souvent, on ne se rend pas jusque-là parce qu'on n'a plus accès aux liquidités. Donc, le gouvernement, ce qu'il devrait mettre en place, et ça, toute l'industrie forestière vous le dira, en plus, c'est soutenu par les syndicats, c'est de mettre en place un programme d'accès aux liquidités, donc de garantie de prêt pour l'industrie forestière, entre autres, je passe cet exemple-là, et ils vont pouvoir survivre le temps qu'on gagne nos batailles devant les tribunaux internationaux de commerce. Et ça, c'est une façon de contrer les tarifs. Et aussi, bien évidemment, en mettant les contre-tarifs. Ça, c'est possible aussi sur des produits américains, mais comme je vous dis, ça serait difficile de partir dans une guerre commerciale. Il n'y a personne qui a intérêt à partir là-dedans. Et c'est Donald Trump. Il y a des fois une logique derrière ça, malgré qu'on pense qu'il n'y a jamais de logique. Il y a peut-être une logique aussi. Et aussi, il faudra faire en sorte que le Mexique travaille avec nous parce qu'il nous intimide, nous, mais il intimide le Mexique aussi. Et eux, ils ont une réponse différente. Là. La présidente mexicaine a mis le poing sur la table, s'est tenue debout, tandis qu'au Canada, tout le monde a baissé les chines. Donc peut-être que, tu sais, dans une cour d'école, quand il y a quelqu'un qui intimide deux personnes, là, ben, si les deux personnes se mettent ensemble, c'est plus facile après ça de bomber le torse face à l'intimidateur. Là. Est-ce que le fait que le Canada soit actuellement en période, on va le dire électorale, mais ce qu'on va l'être, est-ce que ça... Ben oui, effectivement, sur une position de faiblesse, là, on ne peut pas faire grand-chose actuellement par rapport à ça. C'est pas... On a une idée, mais on peut pas dire avec assurance que ça se passera comme ça une fois les élections passées, parce que, bon, le prochain premier ministre n'est pas encore en place. Non, le contexte, il profite du contexte. Il profite de la faiblesse du Canada présentement. Il se met à position de force. C'est un fin négociateur. J'aurais jamais voulu dire ça dans ma vie, mais malheureusement, c'est le cas. Parce qu'il faut l'avouer, il est en train de profiter de la faiblesse du contexte politique au niveau fédéral du Canada. Et donc, c'est pour ça qu'il faut regarder ça puis être intelligent. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont salué les propos de mon chef, justement, en disant « Gardons notre calme, là. Faut pas non plus tomber dans la panique, là. Gardons dans son jeu non plus. Faut pas rentrer dans son jeu, puis il faut aussi essayer de parler d'une seule voix. Et, tu sais, soudainement, lorsque M. Trump a parlé du 51e État canadien, bien, c'est des 51e État américain, c'est des choses comme ça qui font peur au monde, mais il faut aussi réaliser que les constitutions des deux pays ne permettraient pas une telle annexion, que les deux populations sont en désaccord avec une telle proposition. Et soudainement, ben, c'est Yves-François Blanchette, qui est un indépendantiste, qui fait remarquer au reste du Canada à quel point c'est important l'indépendance. Alors, si c'est important pour les Canadiens, voilà pourquoi c'est important pour les Québécois. Et nous autres, on ne voit pas l'Amérique du Nord à 2 pays, on voit l'Amérique du Nord à 4 pays, le Mexique, les États-Unis, le Canada puis le Québec. Alexis, donc, un printemps très chargé qui s'annonce, c'est déjà parti, en tout cas de ton côté. On aura sûrement l'occasion de se reparler à la télé du Haut-du-Lac pendant la campagne. Ben oui, c'est sûr que je vais venir. Dès que vous m'invitez, je dis jamais non. Et puis vos auditeurs, vos auditrices me verront sur les routes du comté d'ici là pour bâtir mes propositions, puis ensuite en campagne électorale. Et puis on verra qui seront mes adversaires à la prochaine campagne dans le comté. Merci d'être passé nous voir. Merci. Merci aussi à vous d'avoir été là avec nous. N'oubliez pas que nous sommes disponibles en format balado. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Accès immersif. Ben moi, c'est ça, Marc-André Lapointe de la ferme Lapointe. C'est l'entreprise familiale, dans le fond, là, que mon grand-père avait parti dans les années 70. On a toujours été dans la production de moutons, dans le fond. C'était au départ une production laitière que lui a transformée en production ovine, qu'on appelle les moutons. Depuis ce temps-là, ça a toujours resté. À l'heure actuelle, c'est ça, on est 3 sociétaires. Moi, mon oncle Jimmy, mon grand-père. On a aussi 3 employés là, qui travaillent à temps plein avec nous toute l'année. Puis les 2 enfants de Jimmy aussi, Thomas et Sarah, là, qui sont rendus à 16 ans et 18 ans, qui travaillent plusieurs fins de semaine quand ils sont pas à l'école. Puis l'été, là,
pratiquement à temps plein, pas mal, tout pour les deux. Dans la production, dans le fond, on produit de la viande principalement pour le grand marché, si on veut. On a un contrat de production avec une agence d'agneaux lourds là, qui est à la grandeur du Québec. Puis on a un petit marché de proximité aussi. Là, une partie de la viande d'agneau qu'on produit, là, on la ramène en région. Puis on la fait transformer, là, débiter, etc., produits transformés aussi. On travaille en collaboration avec une entreprise d'ici, là, les Banquets Francis. C'est M. David Séguin et sa femme là, qui pilotent ça. À l'achat local, pour moi, c'est avoir accès directement au savoir-faire de l'entrepreneur et de l'entreprise. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc autant pour moi d'aller acheter chez un commerçant, je peux parler directement au patron, je peux parler directement au fabricant, quand c'est une petite entreprise. Donc c'est ça, c'est d'avoir accès au savoir-faire, à l'expertise. Je trouve que plus l'entreprise grossit, plus il y a d'intermédiaires, bien plus tu perds cet accès au savoir-faire-là. Puis c'est sûr que c'est de favoriser aussi le dynamisme de la communauté, faire vivre les entreprises et les familles d'ici, dans le fond. Et ça permet de la pérennité dans les entreprises d'ici. Il y a aussi l'écologie derrière ça, le fait que le produit souvent va être fabriqué en région, transformé en région. Il y a moins de gaz à effet de serre là, reliés au déplacement de produits, etc. Puis ben, ça permet de faire vivre les petites entreprises d'ici au lieu d'encourager les entreprises d'ailleurs. En tant qu'acheteur, nous aussi, on va encourager les entreprises de la région, des coopératives comme Nutrinor, par exemple, les entreprises du four, pour ce qui est de l'achat de semences, l'achat d'engrais, etc. Donc, on s'attend à la même chose des consommateurs aussi. On essaie d'encourager le plus local possible là, dans nos démarches du aussi. Pour nous autres, les producteurs, ce qui est important dans l'achat local, c'est qu'on le fait un petit peu pour vous, dans le fond, pour les consommateurs. Les produits qu'on fait, ou peu importe le type d'entreprise, on le fait pour les clients, dans le fond. Donc, on le fait pour solliciter justement l'achat local. Nous autres, c'est important pour nous d'avoir un feedback, c'est important pour nous de transmettre nos connaissances. Donc, de vendre ça en circuit court à des gens qu'on connaît ou à des gens qui sont proches de nous, c'est encore plus valorisant que de vendre ça à monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est pour ça que j'encourage tout le monde à acheter local pour le temps des fêtes, puis aussi à longueur d'année. L'achat local, c'est un gros plus pour nous. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.